Alors, nous allons reprendre le cours sur les erreurs et nous allons aborder la question de l'illusion qui naît avec nos croyances. Et c'est pour ça que le titre s'appelle Ne pas prendre ses désirs pour la réalité. On va voir que nos désirs et nos croyances ont un effet très important dans nos connaissances et dans notre manière d'interagir avec le monde et d'en tirer des avis, des jugements, etc. Alors, il existe un auteur très important en philosophie. Son œuvre n'est pas essentiellement philosophique, mais plutôt scientifique. C'est Sigmund Freud. Sigmund Freud, donc 1856-1939. Sigmund Freud était neurologue et a découvert et a mis en évidence sa théorie à partir de l'étude de l'hystérie. L'hystérie étant une maladie qui était au début fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une maladie qui était essentiellement féminine, qui avait ce nom essentiellement parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était, en quoi ça consistait, d'où cela venait. Une des propositions et des idées de Freud contre le courant majoritaire en neurologie et en médecine, c'était que l'origine de l'hystérie n'était pas physiologique, mais était due à la psychologie, à un problème psychologique. C'était une maladie mentale, même si des symptômes pouvaient être physiques, des paralysies, des crises de nerfs, etc., qui avaient toutes les apparences de quelque chose de physique. Son idée a été de soigner à partir de l'hypnose et à faire parler ces femmes malades, et on trouvait donc du coup une cause qui serait plutôt psychologique, peut-être plus de l'ordre du symbolique plutôt que de l'ordre du physique. Et c'est ce qui l'amène à admettre l'existence d'une entité psychique qui est l'inconscient, qui va être constitué par l'ensemble des désirs refoulés, interdits, tabous, désirs impossibles, etc., ou ce qu'il appellera des pulsions. Cette image est intéressante parce qu'elle met en évidence justement un petit peu, sous forme très schématique, la forme qu'aurait le psychisme, c'est-à-dire vous avez cette part d'inconscient au fondement de toute la partie ici consciente, la partie émergée de l'iceberg, avec une surface en quelque sorte qui maintient systématiquement ces désirs en quelque sorte interdits, les maintient, les refoule dans une partie cachée et inconsciente. Et il arrive que parfois ces parties-là, cachées, inconscientes, ressurgissent à la conscience sous la forme de rêves, de lapsus, d'actes manqués, d'angoisse, de dépression, et pourquoi pas, en l'occurrence, d'hystérie. Alors l'idée quand même était que la théorie et le modèle d'explication de Freud devait être généralisé et universalisable. Donc du coup l'idée c'était que ça pouvait expliquer toutes les maladies mentales. Et donc ce que va inventer Freud, c'est une sorte de longue enquête de ces réalisations déguisées, de ces pulsions, et d'essayer de remonter petit à petit jusqu'à l'origine de ces symptômes. Et cela va passer par ce qu'on appelle l'association libre, c'est-à-dire le fait de laisser parler le patient, faire parler le patient, donc ça peut passer par l'hypnose, mais ça peut aussi passer par le fait d'être couché sur un divan, et pouvoir discuter avec le médecin ou le psychanalyste. L'idée étant de faire remonter à la surface de la conscience qui était de l'ordre de la pulsion, de le faire remonter forcément sous forme un peu masquée, c'est toujours pareil, avec pour idée de faire disparaître le symptôme. Voilà. Et cette thérapie-là est ce que Freud a appelé la psychanalyse. Alors nous allons lire le texte. Alors le texte que j'ai choisi pour parler de l'illusion, c'est un texte tiré d'un ouvrage qui s'appelle L'avenir d'une illusion, écrit en 1927, donc bien après
le succès très important de Freud dans le monde avec l'invention de la psychanalyse, son idée étant que c'est en quelque sorte d'utiliser la théorie et les découvertes psychanalytiques pour pouvoir en quelque sorte porter un regard sur une illusion, selon lui, une croyance illusoire, que serait donc la religion. Donc nous allons donc lire le texte, et pour cela je vous l'affiche un certain temps. Donc, une illusion n'est pas la même chose qu'une erreur, elle n'est pas non plus nécessairement une erreur. L'opinion d'Aristote selon laquelle la vermine se développerait à partir des déchets, opinion à laquelle le peuple, dans son ignorance, reste aujourd'hui encore attaché, était une erreur, tout comme celle d'une génération antérieure de médecins, qui voulait que le tabès dorsalis soit la conséquence d'une débauche sexuelle. Il serait abusif d'appeler ces erreurs illusions. En revanche, ce fut une illusion de Christophe Colomb, d'avoir cru découvrir une nouvelle voie maritime vers les Indes. La part que prend son souhait à cette erreur est très nette. On peut qualifier d'illusion l'affirmation de certains nationalistes, selon laquelle les Indo-Germains seraient la seule race humaine capable de culture, ou bien la croyance selon laquelle l'enfant serait un être sans sexualité, croyance qui n'a finalement été détruite que par la psychanalyse. Il reste caractéristique de l'illusion qu'elle dérive de souhaits humains. Elle se rapproche à cet égard de l'idée délirante en psychiatrie, mais elle s'en distingue par ailleurs, indépendamment de la construction plus compliquée de l'idée délirante. Dans l'idée délirante, nous soulignons comme essentielle la contradiction avec la réalité effective. L'illusion, elle, n'est pas nécessairement fausse, c'est-à-dire irréalisable en contradiction avec la réalité. Une jeune fille de la bourgeoisie peut, par exemple, se créer l'illusion qu'un prince viendra la chercher. C'est possible. Quelques cas de ce genre se sont produits. Qu'un jour le Messie vienne et fonde un âge d'or, c'est bien moins vraisemblable. Selon sa position personnelle, celui qui jugera cette croyance la classera comme illusion ou comme l'analogue d'une idée délirante. Il n'est d'ailleurs pas facile de trouver des exemples d'illusions qui se soient révélées vraies. Nous appelons donc une croyance illusion lorsque dans sa motivation, l'accomplissement de souhait vient au premier plan. Et nous faisons là abstraction de son rapport à la réalité effective, tout comme l'illusion renonce à être accréditée. Alors, nous allons procéder donc au commentaire de ce texte. Je vais aller plus vite qu'en classe, évidemment. Alors, Freud va procéder en fait à une longue définition de ce qu'est l'illusion à partir en prenant presque la règle de l'évidence chez Descartes, c'est-à-dire, pour que le concept soit clair et distinct, il va falloir lui donner une certaine distinction. Il va falloir le distinguer d'autres concepts assez proches. Et donc l'illusion va se distinguer en premier de l'erreur, puis de l'idée délirante. Ça va lui permettre de lui donner un contenu plus positif. Donc, pour distinguer d'abord l'erreur de l'illusion, Freud va prendre un certain nombre d'exemples. 2 exemples. Les mouches qui se développent à partir de la décomposition des déchets, et ce qu'on parle généralement de la génération spontanée à partir du vivant, et puis du tabès dorsalis, qui est en fait une douleur et une paralysie due, à l'époque on pensait qu'elle était due à un comportement sexuel déviant. Et donc ce serait donc une douleur morale qui s'abattrait sur ces hommes-là. Alors pour Freud, ces 2 exemples sont des erreurs. 1 et 2 sont des erreurs parce que leur explication rentre en contradiction avec la réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire rentrer en contradiction avec la réalité? Donc c'est clairement, ça veut dire ceci. X croit que P, or non P, donc X se trompe. Schéma assez classique, très simple à comprendre. Prenons l'exemple des mouches qui se développent à partir de la décomposition des déchets, la génération spontanée à partir du non-vivant. Cet exemple qui vient assez rapidement, c'est cette idée que quand vous avez des déchets en décomposition, naissent une sorte de population vivante spontanée, la moisissure, les champignons ou les mouches. L'opinion commune était de penser que spontanément, ça sortait de la matière morte. Il y a un
scientifique français qui a démontré le contraire, c'est Louis Pasteur, ici présent. Louis Pasteur qui, en démontrant que la génération spontanée était une erreur, en contradiction de la réalité, a lui-même mis en évidence ce que l'on appelle la stérilisation, procédé que nous utilisons encore pour tout un tas dans tout un tas de domaines, en médecine comme en cuisine. Alors, je rentre pas dans le détail de l'explication, mais bon, vous pourrez davantage le voir, mais il a fait en quelque sorte, il fait bouillir un bouillon de culture. Un bouillon de culture, c'est un ensemble, c'est un liquide chargé de molécules vivantes, bactéries essentiellement, et il le laisse reposer. Et il voit que des bactéries se développent. Donc après la mort de certaines bactéries, des moisissures se développent. Alors, ceci ne montre pas en quelque sorte une génération spontanée, puisque ça va complètement dans le sens de la croyance populaire. Pour démontrer que ça n'est pas une spontanée, quelque chose de spontané, il va donc façonner une sorte de contenant un peu particulier, dans lequel il va de la même manière le faire bouillir. Donc forcément en le faisant comme ça permet de tout stériliser, au lieu de mettre un bouchon qui pourrait risquer en quelque sorte de laisser passer trop directement. Il va donner en quelque sorte une sorte de conduite tordue comme ça pour éviter que les choses rentrent dedans. L'idée c'était ça. Donc du coup tout est stérilisé et il le laisse reposer. Rien ne se développe de manière significative dessus. Il suffit de casser ceci et de laisser reposer pour que apparaissent donc des moisissures. Donc on voit bien que ça ne se fait pas de manière spontanée, mais il faut donc du coup un apport extérieur qui rentre donc par le tuyau. Voilà, c'est en quelque sorte une démonstration, la démonstration que ça n'est pas spontané, mais qu'il faut un apport extérieur. Autre erreur, autre contradiction de la réalité, c'est le tabès dorsalis. On pensait que c'était une douleur due du coup à un comportement sexuel, avec quand même des sortes d'énormes nécroses qui se développaient sur les parties, les muqueuses, en premier les muqueuses génitales, jusqu'à manger des tissus à l'intérieur du dos, dont la moelle épinière, ce qui provoquait ce tabès dorsalis. On se rend compte qu'en fait ce n'était pas dû à une débauche sexuelle, mais tout simplement à un tréponème, qui est une bactérie, et qui est la bactérie que l'on développe dans notre corps quand on attrape la syphilis. Voilà. Et donc on peut la soigner tout simplement avec un antibiotique. Et à l'époque, c'était la pénicilline. Encore, on utilise quelque chose qui ressemble à la pénicilline. Alors Freud, en revanche, va prendre comme exemple pour une illusion la découverte d'une nouvelle voie maritime pour les Indes. Alors pourquoi n'est-ce pas dans ce cas-là aussi une erreur de la part de Freud? Alors, Freud dit bien que l'illusion comme l'erreur a un rapport à une croyance. Mais l'illusion, pour Freud, va dériver de souhaits humains. Je cite. Alors, en quoi l'illusion... Alors, du coup, si on parle de souhaits humains, du coup, on a tendance, du coup, à le rapprocher peut-être du délire. Hein. Le délire, c'est voir quelque chose dans la réalité alors qu'il n'y est pas. Donc, tout de suite, ce qui va pousser Freud, du coup, à distinguer clairement, pour dire que Colomb n'était pas en train de délirer, il va falloir distinguer l'illusion du délire. Donc, d'où, du coup, la question se pose tout de suite, en quoi l'illusion ne serait-elle pas un fantasme complètement fantaisiste et ne se rapprocherait-elle pas du délire? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.